Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de procédure civile. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à une matière importante de la licence de droit, qui est la procédure civile. C'est une matière qui est étudiée en L3 dans la plupart des universités, également parfois étudiée en L2 dans certaines universités, et il faut également savoir que cette matière est parfois appelée droit judiciaire privé dans un certain nombre d'universités, mais il s'agit de la même matière, c'est simplement l'intitulé qui change. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble ce qu'est la procédure civile, on va donner une définition de la procédure civile, on verra également quelle est la fonction de la procédure civile, à quoi elle sert, quelle est son utilité, on s'intéressera aussi au caractère de la procédure civile. Également, très important, on parlera du plan du code de procédure civile, puisque la procédure civile est principalement régie par le code de procédure civile, et donc, bien comprendre le plan et la structure du code de procédure civile, ça va vous aider à mieux comprendre le cours de procédure civile de manière générale. Et donc on parlera du plan du code de procédure civile. Et puis, également, on verra les grands thèmes du cours de procédure civile, on verra quelles sont les principales notions à connaître en procédure civile. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment une bonne vision d'ensemble de la matière. Sachez également que si vous voulez réviser efficacement la procédure civile, vous pouvez télécharger mon pack de fiches en procédure civile, qui est un pack de 20 fiches, claires et synthétiques, qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez réviser efficacement la procédure civile, je vous recommande de télécharger ce pack de fiches, ça va vraiment beaucoup vous aider, et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo, c'est parti. La définition de la procédure civile. La procédure civile peut être définie comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation des juridictions civiles et le fonctionnement du procès civil. Donc, ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation des juridictions civiles et le fonctionnement du procès civil. Et attention, la procédure civile, il faut bien le comprendre, ne régit pas l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire. Puisqu'en effet, l'ordre judiciaire est divisé entre les juridictions civiles et les juridictions pénales, et seules les juridictions civiles sont soumises à la procédure civile. Les juridictions pénales, quant à elles, sont régies par la procédure pénale, qui détermine leurs règles d'organisation et le fonctionnement du procès pénal. Donc, la procédure civile, c'est essentiellement pour les juridictions civiles. Et au sein des juridictions civiles, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve d'abord le tribunal judiciaire, qui est la juridiction de droit commun, et on trouve également des juridictions d'exception. Donc, le tribunal judiciaire, c'est la juridiction qui traite de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence d'une autre juridiction. Le tribunal judiciaire, il a une compétence de principe, puisque c'est la juridiction de droit commun. Et les juridictions d'exception, quant à elles, elles ne peuvent juger que des litiges qui leur sont expressément attribués par un texte. Donc, dans les juridictions d'exception, on parle du tribunal de commerce, qui est compétent pour les litiges entre commerçants et pour les litiges relatifs aux actes de commerce. On parle également du conseil de prud'homme, qui est compétent pour les litiges entre salariés et employeurs relatifs au contrat de travail. Et puis on parle également, c'est un peu plus anecdotique, mais on parle également du tribunal paritaire des baux ruraux, qui est compétent pour les litiges entre propriétaires et exploitants de terres relatifs à un bail rural. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, puisque les règles de procédure civile s'appliquent à toutes les juridictions civiles, et bien nécessairement, elles s'appliquent non seulement au tribunal judiciaire, mais également, à défaut de dispositions spécifiques, au tribunal de commerce, au conseil de prud'homme et au tribunal paritaire des baux ruraux. Et ce n'est pas tout, puisque la procédure civile ne régit pas seulement les juridictions de premier degré dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Un tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'homme et tribunal paritaire des baux ruraux, ce sont toutes des juridictions de premier degré qui sont régies par la procédure civile. Mais la procédure civile régit également les juridictions du second degré, c'est-à-dire tout simplement les cours d'appel.
Et la procédure civile régit également la Cour de cassation. Donc, au total, la procédure civile s'applique au tribunal judiciaire, au tribunal de commerce, au conseil de prud'homme, au tribunal paritaire des baux ruraux, aux cours d'appel et à la Cour de cassation. Maintenant, quelle est la fonction de la procédure civile? La procédure civile, c'est un droit sanctionnateur. La procédure civile, elle contient les règles applicables pour mettre en œuvre la sanction des règles de droit ordinaire que, par opposition au droit sanctionnateur, on regroupe sous le nom de droit substantiel. Ainsi, la procédure civile a pour fonction d'assurer la sanction des droits substantiels subjectifs des personnes physiques ou morales de droit privé. Puisque, grâce aux règles de procédure civile, le titulaire d'un droit substantiel subjectif peut faire respecter ses prérogatives en recourant aux juridictions civiles. Et donc au final, quelque part, la procédure civile vient au secours des droits substantiels pour que ceux-ci ne soient pas bafoués impunément. La procédure civile, c'est donc pas une fin en soi, hein, elle sert les droits substantiels. Sans droit substantiel, la procédure civile ne se conçoit pas. Maintenant, quels sont les caractères de la procédure civile? Il y a deux caractères principaux qui permettent de caractériser la procédure civile. En premier lieu, on a le caractère formaliste. Le procès civil est formaliste, puisqu'il impose notamment aux justiciables des délais pour agir, que ce soit pour exercer l'action en justice, pour exercer des voies de recours à l'encontre d'un jugement, ou bien encore pour constituer avocat. Il impose également, outre des délais pour agir, le respect de certaines formes et mentions obligatoires dans les actes de procédure, ou encore des délais pour notifier les actes de procédure à la partie adverse. Et puis également, il faut bien comprendre que le non-respect du formalisme est souvent sanctionné. Par exemple, par la prescription, qui éteint la possibilité d'agir en justice, ou bien la nullité ou la caducité de l'acte de procédure. Et ce caractère formaliste de la procédure civile, il peut se justifier par l'idée de donner un cadre précis et prévisible à l'action en justice. Ça permet d'éviter l'arbitraire et ça donne des garanties aux justiciables. En revanche, ce formalisme, il ne faudrait pas qu'il soit excessif, puisque s'il était excessif, il créerait alors plusieurs inconvénients en termes de coûts, en termes de complexité, en termes de durée excessive des procédures, et puis également, ça pourrait donner lieu au développement, disons, de la mauvaise foi des plaideurs. Et c'est pour ça que le formalisme de la procédure civile ne doit pas être absolu. Et donc, en réalité, le formalisme de la procédure civile n'est pas absolu. Un bon exemple de ça, c'est en matière de nullité d'un acte de procédure pour vice de forme. Pour que la nullité d'un acte de procédure soit prononcée pour vice de forme, il faut que la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. Ça, c'est ce que nous dit l'article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile. Et donc, autrement dit, le non-respect du formalisme ne sera pas sanctionné s'il n'a pas causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Un grief, concrètement, ça signifie préjudice. Et donc, en l'absence de préjudice, le non-respect du formalisme ne sera pas sanctionné. Et ça, c'est donc un bon exemple qui démontre que le formalisme de la procédure civile n'est pas absolu. Donc retenez bien que la procédure civile a un caractère formaliste, mais que ce caractère formaliste n'est pas absolu. Et puis, autre caractère de la procédure civile, ça va être le caractère impératif. Puisqu'effectivement, de nombreuses règles de procédure civile ont un caractère d'ordre public. Caractère d'ordre public, ça signifie qu'on ne peut pas y déroger. C'est ça le caractère impératif de la procédure civile. Et ce caractère impératif, ce caractère d'ordre public, il s'explique par le fait que la justice est un service public. Un service public que les plaideurs ne doivent pas pouvoir manipuler.
pour des raisons d'efficacité. Il s'agit de protéger l'intérêt général. Voilà donc pour les caractères de la procédure civile. On va maintenant s'intéresser au plan du code de procédure civile. Ça, c'est vraiment très important, puisque, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans cette vidéo, la procédure civile est principalement régie par le code de procédure civile. Et par conséquent, si vous maîtrisez le plan et la structure du code de procédure civile, si vous comprenez bien ce plan du code de procédure civile, ça va vous permettre de mieux comprendre le cours de procédure civile. Et donc, le code de procédure civile est composé de 6 livres. On a d'abord le livre 1, qui regroupe les dispositions dotées d'une portée générale et commune à toutes les juridictions civiles. D'accord? Donc, les dispositions du livre 1, il faut bien comprendre, elles s'appliquent à l'ensemble des juridictions civiles. Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, tribunal paritaire des baux ruraux, cour d'appel et cour de cassation. Ça, c'est le livre 1. Ensuite, on va avoir le livre 2, qui contient les dispositions particulières à chaque juridiction civile. Puisqu'en effet, s'il existe des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des juridictions civiles et qui sont regroupées, comme on l'a dit, dans le livre 1, il existe aussi des règles spécifiques pour chaque juridiction. Et le livre 2 traite justement de ces règles spécifiques à chaque juridiction. Ensuite, le livre 3 contient les dispositions particulières à certaines matières. En effet, il y a certaines procédures qui se voient appliquer des règles spécifiques. Par exemple, la procédure de divorce, ou bien encore la procédure d'adoption, ou bien encore la procédure de demande de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice pour un majeur. Ces différentes procédures, elles se voient appliquer des règles spécifiques. Et le livre 3 contient ces règles spécifiques qui sont applicables à certaines procédures. Ensuite, on a un livre 4 qui est consacré à l'arbitrage. Qu'est-ce que c'est l'arbitrage? Ça consiste tout simplement à confier la résolution du litige à une ou plusieurs personnes physiques, qu'on appelle les arbitres. Et donc, on va confier la résolution du litige aux arbitres plutôt qu'aux juridictions étatiques. C'est ça l'arbitrage. Et puis ensuite, on a le livre 5 qui regroupe les dispositions relatives au mode de résolution amiable des différends. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner la médiation ou bien encore la conciliation de justice. Et puis on a un livre 6 qui contient des dispositions relatives à l'outre-mer. Et donc là, c'est plus anecdotique et ça ne va pas nous intéresser dans le cadre du cours de procédure civile. Mais donc, dans le cadre du cours de procédure civile de licence de droit, en réalité, ce sont surtout les 3 premiers livres qui vont nous intéresser. Et il faut bien comprendre l'articulation entre ces 3 livres. Puisque finalement, pour une même procédure, ces 3 livres, ils peuvent s'appliquer simultanément. Donc par exemple, prenons une procédure de divorce. Une procédure de divorce, bien entendu, est soumise aux dispositions du livre 3 relatives à la procédure de divorce. Ça, c'est évident. Mais il faut bien comprendre que la procédure de divorce est également soumise aux dispositions du livre 2 relatives à la procédure devant le tribunal judiciaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la procédure de divorce se déroule devant le tribunal judiciaire. Et donc, nécessairement, elle est soumise aux dispositions du livre 2 qui concernent la procédure devant le tribunal judiciaire. Et puis enfin, la procédure de divorce, elle va également être soumise aux dispositions du livre 1. Puisque, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les dispositions du livre 1, elles s'appliquent pour toutes les procédures. D'accord? Donc, comprenez bien que pour une même procédure, on peut avoir des dispositions des 3 premiers livres qui vont s'appliquer. Et de manière plus générale, les 2 premiers livres, en réalité, sont toujours applicables. Puisque les dispositions du livre 1 s'appliquent quelle que soit la procédure, et que chaque procédure se déroule devant une juridiction pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues dans le livre 2. D'accord?
Donc on a toujours les 2 premiers livres qui sont applicables. Et donc, par exemple, si vous avez un cas pratique à résoudre avec une procédure devant le tribunal judiciaire, gardez toujours en tête qu'à la fois les dispositions du livre 2 relatives au tribunal judiciaire et les dispositions du livre 1 sont applicables. Maintenant, quels sont les grands thèmes du cours de procédure civile? Quelles sont les principales notions à connaître en procédure civile? Alors, généralement, dans le cours de procédure civile, on étudie, en guise de première partie, l'action en justice. D'accord? Et dans cette première partie, on étudie d'abord la notion d'action en justice. Donc on apprend que l'action en justice, c'est pour le demandeur le droit d'être entendu par un juge sur une prétention, et pour le défendeur, le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Et cette définition de l'action en justice est donnée par l'article 30 du Code de procédure civile. Également, lorsque l'on étudie la notion d'action en justice, on apprend qu'il faut distinguer l'action en justice de la demande en justice, qui est l'acte de procédure par lequel l'action en justice est exercée. Donc, premier point, la notion d'action en justice, et puis également, dans la partie relative à l'action en justice, on va ensuite étudier les conditions d'ouverture de l'action en justice. Puisqu'en effet, l'action en justice doit respecter certaines conditions. À défaut, elle sera irrecevable. Et donc, quelles sont ces conditions? D'abord, la personne qui agit doit avoir intérêt à agir, ou bien parfois on parle de qualité à agir. Le principe, c'est que pour exercer l'action en justice, il faut avoir un intérêt à agir, mais il existe des cas où on parle plutôt de qualité à agir, et ce sont 2 notions qui sont distinctes, qui sont différentes. Et donc, dans le cadre du cours de procédure civile, vous étudierez plus en détail chacune de ces 2 notions. Également, autre condition, il faut que la prétention n'ait pas déjà été jugée, auquel cas elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée. Et donc là encore, dans le cours de procédure civile, vous étudierez cette notion d'autorité de la chose jugée. Et puis enfin, il faut agir dans un certain délai afin d'éviter la prescription ou la forclusion. Et puis enfin, dans la partie relative à l'action en justice, on s'intéresse à l'exercice de l'action en justice. Et on voit donc qu'il existe plusieurs types de demandes en justice, puisqu'on distingue en effet la demande initiale, également appelée demande introductive d'instance, qui est la demande qui saisit le juge, et les demandes incidentes, qui sont les demandes qui interviennent au cours du procès. Et parmi les demandes incidentes, il faut encore distinguer la demande additionnelle, la demande reconventionnelle et la demande en intervention. Et donc, dans le cours de procédure civile, on étudie, bien entendu, chacune de ces demandes incidentes. On voit aussi ce qu'on appelle les moyens de défense, c'est-à-dire les moyens qui peuvent être utilisés par le défendeur pour faire échec à une prétention du demandeur. Et ces moyens de défense, ils sont divisés en 3 catégories. On a d'abord la défense au fond. Qu'est-ce que c'est la défense au fond? C'est le moyen dont le but est de faire rejeter la prétention de l'adversaire comme non justifiée après un examen au fond du droit. On a également l'exception de procédure. Donc l'exception de procédure se distingue de la défense au fond, puisque l'exception de procédure, c'est le moyen qui, sans discuter le fond du droit, tend à faire déclarer la procédure irrégulière, ou éteinte, ou à en suspendre le cours. Et puis enfin, on a la fin de non-recevoir, qui est le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour ce qu'on appelle un défaut de droit d'agir. Et donc, dans le cours de procédure civile, vous étudierez plus en détail chacun de ces moyens de défense. Ensuite, deuxième grande partie du cours de procédure civile, ça va être tout ce qui concerne la compétence. Puisque c'est bien beau d'exercer l'action en justice,
C'est bien beau que l'action en justice remplisse les conditions d'ouverture, hein, qu'elle puisse effectivement être exercée, mais encore faut-il savoir devant quelle juridiction elle doit être exercée. Puisqu'effectivement, la compétence, on peut la définir comme l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un procès. Et donc, dans cette partie, on commence par étudier ce qu'on appelle les règles de compétence d'attribution, c'est-à-dire les règles qui déterminent quelle juridiction est compétente en fonction de la nature du litige. Et donc, ici, vous verrez que c'est le tribunal judiciaire qui est la juridiction de droit commun en matière civile, et en conséquence, il est compétent pour tout litige, à moins que la compétence ne soit attribuée à une juridiction d'exception. Donc tribunal de commerce, conseil de prud'homme, etc., etc. Ensuite, après les règles de compétence d'attribution, on étudie les règles de compétence territoriale, c'est-à-dire les règles qui déterminent quelle juridiction est compétente en fonction de critères géographiques. Et donc ici, vous apprendrez que la juridiction compétente, c'est en principe celle du lieu où demeure le défendeur, étant entendu que ce principe est assorti de limites qui seront elles aussi étudiées dans le cadre du cours de procédure civile. Et puis enfin, cette partie expose les assouplissements qui peuvent être apportés aux règles de compétence, puisqu'en effet, il arrive que le juge statue sur un litige qui ne relève normalement pas de sa compétence, à la suite de ce qu'on appelle une prorogation de compétence. Autre thème du cours de procédure civile, ça va être l'instance. Alors, qu'est-ce que c'est l'instance ? L'instance, c'est la période pendant laquelle les personnes concernées par le procès accomplissent les actes de procédure qui l'impliquent. Et donc l'instance, cette période d'instance, s'étend de l'acte introductif d'instance jusqu'au jugement. Et dans cette partie, on étudie d'abord la notion de partie à l'instance, ainsi que les conditions de capacité que les parties doivent remplir pour être en mesure d'agir en justice. On étudie ensuite le formalisme de l'instance, avec les exigences de forme que les actes de procédure doivent respecter, aussi bien concernant leur rédaction que leur notification, mais également les conditions tenant au délai. On envisage également dans cette partie sur l'instance les incidents d'instance. Donc qu'est-ce que c'est les incidents d'instance ? Il faut savoir que au cours de l'instance, il peut survenir certains événements qui vont modifier le cours de l'instance. Et donc c'est ce qu'on appelle des incidents d'instance. Et on distingue les incidents qui provoquent l'arrêt provisoire de l'instance. Donc ça concerne la suspension et l'interruption, qui provoquent un arrêt provisoire de l'instance. Et on distingue ces incidents d'instance de ceux qui provoquent l'extinction de l'instance. Et donc ça va être notamment la péremption, le désistement et l'acquiescement. Et donc, ces incidents-là, ils provoquent l'extinction de l'instance, alors que la suspension et l'interruption provoquent son arrêt provisoire. Et donc, dans le cours de procédure civile, chacun de ces incidents d'instance est étudié. Et puis enfin, cette partie, c'est l'occasion d'étudier ce qu'on appelle les principes directeurs du procès. Donc, que sont les principes directeurs du procès ? Ce sont des règles fondamentales qui s'appliquent devant toutes les juridictions civiles et qui concourent au respect des garanties fondamentales d'une bonne justice. Et parmi les principes directeurs, on trouve en particulier le principe dispositif. Alors, que signifie le principe dispositif ? Le principe dispositif signifie que les parties disposent du procès. Et on dit que le procès est la chose des parties. Et donc, à ce titre, les parties ont l'initiative du procès et en déterminent le contenu. D'accord ? Donc, dans un premier temps, le principe dispositif, il détermine le rôle des parties. Mais il faut bien comprendre qu'en définissant le rôle des parties, le principe dispositif, il conduit également à délimiter le rôle du juge. Et le rôle du juge, c'est avant tout de trancher
le litige, en sachant également que le juge bénéficie aussi de certaines prérogatives qui lui permettent d'intervenir dans le déroulement de l'instance. Et donc retenez bien que le principe dispositif, au final, va définir le rôle des parties ainsi que le rôle du juge dans le cadre du procès, dans le cadre de l'instance. Et puis également, comme principe directeur du procès, on va avoir le principe du contradictoire, également appelé principe de la contradiction. Et qu'est-ce qu'il implique, ce principe du contradictoire? Il implique que chaque partie ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que son adversaire lui a opposés. Voilà donc pour la partie qui concerne l'instance. Ensuite, dans le cours de procédure civile, on étudie la procédure devant le tribunal judiciaire. Donc ici, dans cette partie, on va étudier les règles spécifiques qui s'appliquent devant le tribunal judiciaire. Et donc, on voit notamment les différentes phases de la procédure écrite, puisque la procédure devant le tribunal judiciaire, en principe, est écrite. Et donc, ces différentes phases de la procédure écrite, ça va être d'abord l'audience d'orientation. Ensuite, après l'audience d'orientation, on a la mise en état, suivie de la clôture de l'instruction. Et puis enfin, on a l'audience des plaidoiries. Et donc, dans le cours de procédure civile, dans la partie relative à la procédure devant le tribunal judiciaire, vous étudierez chacune de ces 4 phases de la procédure écrite. Et puis également, vous allez étudier comment se déroule la procédure orale, puisqu'on l'a dit, la procédure devant le tribunal judiciaire est en principe écrite, mais elle est toutefois orale dans certains cas, et donc vous étudierez comment se déroule cette procédure orale. Ensuite, autre thème important du cours de procédure civile, ça va être les procédures spéciales, puisque après l'étude de la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, eh bien, le cours de procédure civile, il se poursuit avec l'étude des procédures spéciales. Et donc, dans les procédures spéciales, on parle de la procédure par défaut. Donc la procédure par défaut, c'est lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou n'accomplit pas les actes de procédure dans les délais requis. Et donc, dans un tel cas, il y a une procédure particulière qui s'applique, qui est la procédure par défaut. On a également la procédure gracieuse qui se caractérise par l'absence de litige. On a aussi la procédure de référé. Qu'est-ce que c'est la procédure de référé? C'est une procédure contradictoire qui permet de demander au juge d'ordonner rapidement des mesures dans l'attente du procès qui tranchera le litige. Et puis on a aussi la procédure sur requête, qui est une procédure qui permet au juge de rendre une décision provisoire et non contradictoire lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Et donc, toutes ces procédures spéciales sont étudiées plus en détail dans le cours de procédure civile. Ensuite, on a une partie qui concerne le jugement, c'est-à-dire la décision rendue par le juge. Et dans cette partie, d'abord, on apprend qu'il existe différents types de jugements, donc les jugements définitifs, les jugements provisoires, les jugements mixtes et les jugements partiels, et on étudie les différences entre ces différents types de jugements. On étudie les différences entre les jugements définitifs, les jugements provisoires, les jugements mixtes et les jugements partiels. Et puis également, on étudie toutes les règles qui concernent la rédaction, le prononcé, la publicité, la notification et l'exécution des jugements. Et puis enfin, on a une dernière partie qui concerne les voies de recours. Les voies de recours, qu'est-ce que c'est? Ce sont les moyens par lesquels le justiciable peut contester une décision de justice. Et on distingue les voies de recours ordinaires, qui sont l'appel et l'opposition, des voies de recours extraordinaires, qui sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Et donc chacune de ces voies de recours est étudiée dans le cadre du cours de procédure civile. Voilà donc pour les grands thèmes du cours de procédure civile, et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur la procédure civile. Maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos de procédure civile, je vous mets à l'écran ma playlist de procédure civile qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de procédure civile. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.